d'écouter Europe 1, de lire le JDD et de regarder CNews. 30% d'intention de vote contre 16,5% pour la liste Renaissance ou 12% pour le PS, selon une étude des Labs. L'extrême droite est donnée gagnante en France, en Italie, en Autriche, en Tchéquie sur le bleu foncé et en deuxième ou troisième position sur le bleu plus clair. Les extrêmes droites, les nationalismes, l'égoïsme est en train de gangréner l'Europe. Et je dis gangrène parce que c'est effectivement une maladie. Ce racisme, c'est les restes du colonialisme. Ah, c'est vrai que c'est le retour des élections européennes cette année. C'est quel jour déjà qu'on vote? C'est le 9 juin prochain. Allez voter, c'est important. Le 9 juin? Ah non mais attends, je vais pas sacrifier mon week-end pour cette élection à la con, hein. À moins de 2 mois des élections européennes, je vous propose d'essayer de mieux comprendre l'Union européenne, sa nature, son fonctionnement et ses limites pour savoir si ces élections ne servent vraiment à rien. À part refaire le duel Macron-Le Pen avec un gagnant différent. C'est vrai que les commentateurs médiatiques ont fait des européennes un scrutin tout simple. Le Pen va rafler la mise et Macron va essayer de l'en empêcher. De toute façon, je vois pas pourquoi tout le monde s'agite dans tous les sens. Tout ça, ça sert à rien tant qu'Ursula Leyen est au pouvoir. La Commission verrouille tout et contrôle tout. La Commission européenne, justement, redoutée, vilipendée et méconnue, cette institution est effectivement au cœur du fonctionnement de l'Union. Sa composition et son orientation politique seront fortement influencées par les élections de juin. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons essayer de voir à quoi sert la Commission européenne, qui la contrôle, quels sont ses réseaux et est-ce que le peuple peut encore faire le poids face à von der Leyen. Alors, la Commission européenne, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, on part direct, cash comme ça, sans expliquer le reste. Ah bah si, très bien. Il y a 4 grandes institutions politiques dans l'Union européenne. Le Parlement européen, le Conseil des ministres, le Conseil européen et la Commission. Le Parlement européen est le représentant du corps électoral européen. Il est composé de 709 députés élus directement par les citoyens des États membres par un scrutin proportionnel. C'est un organe puissant, chargé de contrôler la Commission, voter les lois et le budget européen. Il y a ensuite le Conseil des ministres. C'est la seconde institution du pouvoir législatif européen. Il est composé d'un ministre de chaque pays membre. C'est le contrepoids politique principal du Parlement. Il représente les États qui participent à l'Union. Avec le Parlement européen, ils adoptent ensemble l'essentiel des décisions de l'UE. Plus de 80% des actes de l'UE sont donc approuvés par les représentants des peuples européens et par leur gouvernement. Enfin, il y a le Conseil européen qui réunit les 27 chefs d'État de l'UE. C'est un organe important, mais essentiellement protocolaire. Il sert de plateforme pour les négociations politiques les plus importantes. Sa fonction institutionnelle la plus marquante est probablement celle de nommer le président de la Commission européenne. Ah, il me semblait qu'il y avait plus de conseils que ça dans l'Union européenne. Alors, la zone européenne et les conseils, c'est juste un cauchemar. Donc oui, il y a le Conseil des ministres de l'Union européenne, un Conseil européen et un Conseil de l'Europe, et ce sont 3 choses complètement différentes. Les subtilités de la bureaucratie me dépasseront toujours, mais heureusement pour nous aider, il y a les schémas Wikipédia. Voilà, c'est plus clair maintenant? Ouais. Comme l'UE, vous essayez de noyer le poisson avec des trucs très compliqués. Et la grosse commission d'Ursula alors? La Commission européenne, c'est un peu la cheville ouvrière de tout cet ensemble. Elle est composée de 27 commissaires, un par pays membre. À sa tête, on y retrouve actuellement Ursula von der Leyen, présidente de la Commission. Comme on l'a vu, elle est nommée par le Conseil européen. Les chefs d'État, on s'en souvient. Mais c'est pas tout, parce que l'UE fonctionne un peu comme un régime parlementaire. La présidente de la Commission doit être confirmée par le Parlement européen, les autres commissaires sont nommés par le Conseil européen et la présidente de la Commission, et ils sont eux aussi confirmés par le Parlement européen. La Commission, dans son ensemble, est ainsi nommée par les gouvernements des pays membres et confirmée par les élus directs des Européens. L'Europe, l'Europe, les Européens, l'Europe! Elle représente une des caractéristiques uniques de l'UE, son alliance du multilatéralisme et de la démocratie parlementaire. Multilatéralisme, c'est un peu simpliste comme mot, pourquoi pas anti-multilatéralismement plutôt, au moins tout le monde comprend comme ça. En clair, ça veut juste dire que tous les pays participent équitablement aux décisions collectives et que les citoyens européens sont directement représentés dans cette machine. En effet, tous les organes européens sont démocratiques. Le Parlement européen est élu directement par les citoyens européens, et c'est ce Parlement qui contrôle les nominations importantes dans l'UE, comme les commissaires européens. Et c'est lui aussi qui décide du budget européen. De l'autre côté, les États eux-mêmes sont bien représentés, d'un côté par le Conseil des ministres de l'Union européenne, mais aussi par le Conseil européen, qui nomme les membres de la Commission européenne. Et quand on parle des États membres, en réalité, on parle des gouvernements nationaux, ceux qui sont élus et contrôlés par les citoyens de leur pays. Les institutions européennes sont donc entièrement contrôlées par les représentants européens et nationaux des peuples. Et dans tout ce micmac, la Commission européenne occupe une place cruciale. Elle est chargée essentiellement de 3 choses. Tout d'abord, elle veille sur les traités.
C'est elle qui surveille les États et qui vérifie qu'ils ne trichent pas dans leur coin. Elle est aussi chargée seule de l'initiative des lois européennes. Il n'y a qu'elle qui puisse proposer une loi européenne. Elle est enfin, parfois, chargée d'exécuter des lois de l'Union. La Commission ressemble ainsi beaucoup au gouvernement français. Comme en France, la Commission est formée par l'exécutif et confirmée par le législatif. Comme en France, elle propose les lois et est chargée souvent de les exécuter. Comme en France, enfin, la Commission peut aussi être démise par le législatif. Il est possible pour le Parlement européen de censurer une commission. Ouais, bah si c'est comme en France, ça sert surtout à faire passer les 49.3 sans que personne ne soit d'accord, hein. Cette critique incessante de ceux qui réussissent n'est que la preuve de la jalousie secrète de ceux qui ne sont rien. La motion de censure est possible pour le Parlement à une majorité renforcée des 2/3 des députés. Il faut 2/3 pour censurer la grosse commission? Non mais c'est énorme! Et elle a effectivement mené à la démission d'une commission, comme ce fut le cas pour la commission Santer en 1999. Le Parlement avait menacé de censurer la commission à cause de sa mauvaise gestion budgétaire, et la commission avait fini par démissionner d'elle-même, tant elle avait craint l'adoption de la motion de censure, malgré le seuil très haut des 2/3. Les membres de la commission ont décidé ce soir, à l'unanimité, de remettre collectivement leur démission. La Commission assume ainsi ses responsabilités. Cette nuit-là, le 15 mars 1999, suite au rapport accablant d'experts indépendants et devant la menace d'une motion de censure des eurodéputés, la Commission Santer jette l'éponge. Eh ben dis donc, c'est pas en France que ça arriverait un truc pareil, hein. Même à 9 voix près d'une motion de censure, Macron il doute pas de sa légitimité, hein. J'ai été élu, le Sénat a voté, le Conseil constitutionnel a validé, j'ai donc logiquement promulgué. En plus, la Commission européenne, elle a démissionné à cause de sa mauvaise gestion budgétaire. Ça vous rappelle personne? Mauvaise gestion budgétaire? Ça vous dilate pas un peu, non? En 2023, nous avons eu une mauvaise surprise pour les recettes. On gagne moins, on dépense moins. C'est le bon sens qui fait tellement défaut à la NUPES, mais qui est le propre aussi de cette majorité. On fait des économies quand c'est nécessaire et là où c'est utile pour rétablir nos comptes publics. Donc voilà un peu les règles et les principes qui font fonctionner la Commission européenne. La responsabilité démocratique devant les représentants directs du peuple et la confiance des gouvernements légitimes et responsables des pays membres. Au lieu de critiquer dans tous les sens, on pourrait se retrouver dans le vivre ensemble européen. L'Union européenne est magnifique et fonctionne parfaitement, comme vous le voyez. Ouais, bon, arrête un peu ton char, à t'entendre, l'UE, c'est la 6e République, toute belle, toute démocratique. Moi, la Commission, je me souviens surtout qu'elle était en première ligne pour asphyxier le peuple grec. N'oublie jamais rien, on vit avec. Elle a même fait taire des lanceurs d'alerte gênants, comme l'a montré Florence Gaillard dans Un sujet pour Blast. En avril 2023, Frédéric Baldan, citoyen belge et lobbyiste de son État, décide de passer un cap supplémentaire en déposant auprès d'un juge d'instruction liégeois une plainte pénale avec constitution de partie civile contre la présidente de la commission elle-même. Une plainte pour corruption, usurpation de fonctions et de titres, destruction de documents publics et immixtion dans des titres et fonctions. D'ailleurs, en parlant de Blast, si vous aimez nos contenus, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. La Commission européenne a en effet un passé sulfureux. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a un futur lugubre. Ce qu'on vient de voir, ce sont les règles institutionnelles de l'UE. Pour le dire vite, sa constitution. Mais la constitution d'un pays, c'est un cadre, un espace politique laissé ouvert aux différents partis et courants d'idées pour en faire ce qu'ils veulent dans le respect des règles constitutionnelles. On le voit avec la 5e République. Elle a permis le Mitterrand triomphal de 81 autant que les privatisations chiraciennes de 86. Ouais, elle a surtout permis de tuer l'union de la gauche depuis Jospin et installer le néolibéralisme au pouvoir depuis près de 10 ans. Hein. C'est le même problème pour la Commission. Si les peuples d'Europe votent à droite, la politique européenne sera à droite. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret. Choisie par un conseil formé des gouvernements démocratiques européens, confirmé par le Parlement européen, la Commission est ainsi le reflet de la politique choisie par les peuples européens depuis des dizaines d'années. Conservatrice et néolibérale. Cette orientation libérale de la Commission se reflète aussi par les intérêts qu'elle écoute. Les acteurs économiques importants intéressés par des réglementations favorables. Ah, c'est sûr qu'une commission vraiment de gauche, j'imagine qu'elle n'écouterait pas Bayer-Monsanto comme la commission von der Leyen. Alors quand on parle de lobby, on pense tout de suite au Parlement européen que de graves scandales ont secoué depuis des années. On a ainsi appris qu'il y a des réunions d'information lobby-députés organisées dans les locaux du Parlement. On a aussi appris qu'il y avait des amendements écrits en entier par les entreprises qui sont censées être soumises à la nouvelle loi. Ce phénomène particulier a été appelé « capture du régulateur ». T'es sûr que c'est pas capture rétrolatérale du multirégulateur ? L'expression « capture du régulateur » a l'air pompeuse, mais l'idée est simple. Le grand capital investit énormément pour s'assurer que ceux qui établissent les régulations
lui soit favorable. Mais cette capture ne s'arrête pas au Parlement et va jusqu'à la Commission. Depuis des années désormais, il est notoire que la Commission est sous perfusion de ces groupes de pression. Les lobbies de l'agro-industrie et de l'énergie ont obtenu l'abandon du Green Deal européen. Les lobbies de l'industrie de la défense ont obtenu de la Commission la création d'un fonds européen de défense doté de plusieurs milliards d'euros pour acheter du matériel militaire à ces mêmes industriels. Le motto des lobbyistes est simple, multiplier les canaux partout, tout le temps. Attaquer la cible à tous les niveaux, du petit député européen au grand commissaire. Mais alors, fait-on encore le poids dans l'UE ou sommes-nous contraints à nous rendre aux puissances capitalistes? C'est ce que je dis depuis le début, tous pourris, particulièrement à l'UE. Comme on l'a vu, la partie n'est pas perdue. Le Parlement européen, s'il est composé avec une majorité progressiste et écologique, a de nombreux atouts dans sa manche et pourra s'assurer d'une commission favorablement composée. À son tour, une commission ferme avec les grands groupes et ayant l'intérêt général en tête pourra faire adopter les réglementations que nos gouvernements macronistes se refusent à prendre. Interdire le glyphosate, investir dans le renouvelable, taxer la finance et le capital, bref, adopter une politique sociale et environnementale digne de notre vieux continent. Bien sûr, et le nucléaire sans déchets, les armes sans victimes et des épisodes du peuple a ses raisons qui durent pas 3 plombes. Faut arrêter de rêver, hein. Les élections européennes qui se profilent sont cruciales. Elles nous permettront de mettre au pouvoir les idées que l'on souhaite voir en Europe. Avec un Parlement européen encore à droite, conservateur et identitaire, l'UE ne fera que poursuivre la politique qu'elle a menée depuis des dizaines d'années, servir la soupe au capital en prétendant servir les intérêts du peuple. Mais avec un Parlement résolument écologiste et progressiste, la donne pourrait changer et le front de la social-écologie pourrait progresser, aidé par des institutions européennes puissantes. En bref, comme notre République, l'Union européenne n'est que ce que les citoyens qui participent lui font faire. Élisez des députés de droite pro-capital et ils feront des petits déjeuners avec des lobbyistes de Monsanto et des grandes banques. Élisez des députés progressistes et écologistes et les petits déjeuners auront lieu avec les associations des droits des plus démunis et de protection de l'environnement dans la transparence. La chose que le RN et la Macronie espèrent, c'est que le peuple oublie ces élections, qu'il leur laisse le champ libre pour faire une Europe à leur image. L'Europe identitaire, pas besoin de tenter le coup, on sait ce que ça donne. L'Europe libérale, on a tenté pendant des dizaines d'années, il est peut-être temps d'essayer autre chose. Donc le 9 juin, c'est pas la peine d'aller se coincer dans les bouchons, restez voter et même prenez une procuration de quelqu'un d'autre pour voter à sa place, parce qu'il sera parti en week-end. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Merci d'avoir regardé cet épisode du Peuple a ses raisons. Nous, on se retrouve le mois prochain et d'ici là, je vous laisse avec une citation inspirante du genre « La démocratie est une technique qui nous garantit de ne pas être mieux gouvernés que nous ne le méritons ». Georges Bernard Shaw. Le changement climatique, et très rapidement là, juste pour vous situer bien, c'est une question centrale, c'est une question importante ou c'est une question subsidiaire, rapidement? Pour moi, la question centrale, c'est celle du grand remplacement et de l'islamisation.